Là-devant, qu'est-ce que la mésologie peut dire? En pratique, ça revient à des choses que l'agronomie, l'écologie, etc., montrent depuis déjà pas mal de temps, en y ajoutant un des principes de base de la mésologie, c'est que la réalité humaine est nécessairement éco-techno-symbolique. Et il ne faut oublier aucune des trois dimensions, et notamment la dimension symbolique. Alors, à cet égard, je vais vous citer un exemple. C'est la thèse de Jacques Cauvin, qui est un préhistorien, et qui a, à la fin des années 90, publié un livre à propos de la révolution néolithique, où il a insisté sur la dimension symbolique de ce qui s'est passé. Parce que, vous vous rappelez, Gordon Childe, la thèse de base, c'était que l'aridification qui s'est produite à une époque qu'on appelle le Natoufien a obligé, donc c'est une forme de déterminisme naturel, a obligé les sociétés de chasseurs-cueilleurs de l'époque à produire plus, donc à inventer l'agriculture. Bon, la thèse de Cauvin est beaucoup plus complexe, et je vais vous en dire un mot très, très brièvement. Donc au début, vous avez des chasseurs-cueilleurs, comme vous avez toujours eu depuis les origines de l'espèce humaine. Ils chassent, ils pêchent, ils cueillent, et ils vont se mettre à produire. Donc ça, c'est ça la révolution, à produire. Bon, je vous lis un passage du livre. Le livre, c'est Jacques Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l'agriculture. La révolution des symboles au néolithique, publié aux éditions du CNRS en 1997. Je lis un passage. Des ressources désormais produites, c'est-à-dire en grande partie soustraites aux aléas de leur présence spontanée dans l'environnement. En partie, car l'on n'a jamais maîtrisé le climat ni les catastrophes naturelles. Une réserve alimentaire constituée d'espèces végétales et animales domestiques, extensible donc, et renouvelable sur simple initiative humaine en fonction des besoins et des possibilités techniques de communautés toujours plus nombreuses, une maîtrise inédite de la durée que représente l'élection préférentielle parmi les espèces végétales ainsi exploitées de celles comme les céréales que l'on peut stocker, régularisant par là l'approvisionnement d'une saison sur l'autre. La possibilité que donnent certaines espèces animales, naturellement grégaires et volontiers itinérantes, de favoriser, lorsque l'élevage permet d'en contrôler et d'en diriger les mouvements, une maîtrise accrue de l'espèce dont usera le nomadisme pastoral, qui deviendront, comme nous le montre la Bible, de l'état de nomade pasteur, on arrive à des sociétés d'agriculteurs. Bon. Cauvin écarte des raisons qui seraient seulement économiques, à savoir, comme dans la thèse de Gordon Childe, la raréfaction des ressources qui aurait été provoquée par l'aridification de l'époque natoufienne, c'est-à-dire de 12 000 à 10 000 avant Jésus-Christ, natoufien, qui aurait poussé les sociétés du Proche-Orient à devenir productrice et non plus seulement prédatrice. Alors, lui met l'accent sur les changements symboliques qu'il constate à partir du Khiamien, au K-H-I-A-M-I-E-N, c'est-à-dire à partir de moins 9500 avant Jésus-Christ, 9500 avant Jésus-Christ, c'est l'époque du Khiamien, où les sociétés concernées sont encore des chasseurs-cueilleurs. Mais on voit apparaître des figures symboliques qui auront une longue histoire. C'est l'association de la femme et du taureau, et qui vont durer, ce sont les divinités dominantes, jusqu'à l'âge du bronze. Et c'est ce qu'on voit notamment en Asie mineure, à Çatalhöyük,
ou Höyük, je ne sais pas, c'est plutôt Höyük qu'il faudrait dire. En Anatolie, 7e millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire moins 6000, où on voit dans les maisons des sanctuaires domestiques avec la déesse, la grande déesse. Donc, Cauvin voit là, d'ailleurs sur pièce, une personnification du divin, et, dit-il, le divin donc prend forme véritablement, et la distance que cela instaure entre le divin et l'humain aurait été la source d'une insatisfaction structurelle, d'une incomplétude culturelle, structurelle et culturelle, oui, que je rapprocherai, parce que c'est un livre qui est paru plus tard, qui s'appelle Attendez, quel était le titre? On achève bien les hommes. C'est tiré c'est inspiré du titre d'un film. Alors, l'auteur, c'est Dany Robert Dufour. On achève bien les hommes, qui est paru vers 2006, je crois, 2005 ou 2006. La thèse que l'être humain, pour des raisons qu'ils font dans la psychanalyse, va créer la divinité à partir de soi-même, c'est-à-dire une sorte d'image inverse de l'humain, qu'on peut voir, par exemple, en renversant le symbole dans la Bible. Quand la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image, si vous le renversez, c'est l'homme créa Dieu à son image, etc., etc. Mais enfin, ce qui nous intéresse ici, c'est l'incomplétude structurelle et ontologique qu'il y a dans l'être humain, qui aurait été, là je reviens à la thèse de Cauvin, qui aurait été la force motrice inspirant, donnant le motif de transformer davantage la nature. Voilà, donc ça c'est la thèse fondamentale de Jacques Cauvin, qui a été par la suite, par exemple, dans le petit livre de Demoule qui a circulé. Demoule pense que cette thèse de Cauvin est un peu trop postmoderne, un peu trop constructiviste. On peut le dire. Je pense que c'est un reproche exagéré, parce que Cauvin n'exclut pas du tout les facteurs plus proprement économiques, climatiques, etc. Néanmoins, il plaide pour la précédence d'une transformation d'ordre symbolique. Alors voilà, je vous livre le problème, évidemment, je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est l'œuf ou est-ce que c'est la poule qui a précédé le... Bon, et avant de laisser la parole aux connaisseurs de la question plus concrètement que moi, je vous donne un autre exemple. Donc, le premier exemple, c'était à propos des origines. Maintenant, pour après l'agriculture moderne. Alors ça, c'est un exemple que je prends d'après la thèse qu'a soutenue sous ma direction il y a une quinzaine d'années un agronome. Il a fait une formation d'agronome, mais c'est une thèse en sciences sociales. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. Alors, je retrouve. Donc, il s'agit de Frédéric Morand, AND, Frédéric Morand, une thèse intitulée Articuler agriculture, environnement et tourisme. L'analyse des logiques d'acteurs comme outil d'organisation du territoire. Donc c'est une thèse qui a été soutenue à l'École des études en sciences sociales en 1999. Il prend deux exemples. L'un qui est l'arrière-pays de l'Héraultais, en arrière de Montpellier, qui est la Buège. La Buège, et l'autre exemple, c'est le Marais Poitevin.
Alors, commençons par le marais Poitevin. Ça, c'est l'analyse d'un échec. Un échec qui est venu de l'incohérence entre les politiques publiques, d'une part entre les mesures agri-environnementales, MAE, mesures agri-environnementales, qui étaient promues par le ministère de l'Environnement, d'une part, et d'autre part, les mesures de la politique agricole commune, la PAC. Les premières, les MAE, visaient à conserver le marais Poitevin parce que, pour toutes sortes de raisons, mais fondamentalement parce que les citadins, la société urbaine, y trouvaient beaucoup d'agréments paysagers et autres. Mais les mesures proprement agricoles, au contraire, ont eu pour effet de mettre en danger le marais Poitevin en tant que marais. L'objectif de ces mesures, sans être explicitement de faire disparaître ce milieu, ont eu objectivement l'effet de beaucoup le réduire. Par exemple, je vous lis un passage là. Bon, il va sans dire, enfin ça c'est moi qui ai écrit ça dans un papier ancien déjà, il va sans dire que les MAE, les mesures agro-environnementales, allaient dans le sens de la demande urbaine. Or, les mesures de la PAC, pour les mises en culture ou en jachère, s'accompagnaient de primes jusqu'à 300 fois supérieures aux primes vertes des MAE. 300 fois supérieures. De ce fait, on a même pu voir des agriculteurs louer des terres pour toucher des primes à la jachère. Louer des terres pour toucher des primes à la jachère. Voilà. Donc, dans ce cas-là, le cas du marais Poitevin, les valeurs agricoles sont entrées directement en conflit avec les valeurs urbaines et les ont écrasées. Et le résultat, c'est un résultat négatif pour le patrimoine collectif qu'était le paysage du marais mouillé. Bon, donc ça, c'est l'histoire d'un échec. En Buège, c'est le contraire. C'est l'histoire de ce qui, en tout cas au moment où la thèse a été faite, était un succès. C'est-à-dire on a pu concilier les impératifs de l'économie, agricole en particulier, et ceux de la qualité environnementale. Donc agriculture et villégiature se sont confortés et non pas opposés. Et en particulier pour l'exemple des vignes, les vignes de Saint-Jean-de-Buège. Je vous lis un passage de la thèse. Ces vins, les vins de Saint-Jean-de-Buège, ces vins séduisent les visiteurs, qui sont donc des urbains, séduisent les visiteurs grâce à leurs caractéristiques les plus techniques, cépage améliorateur, vinification sophistiquée en batterie de cave plus petite permettant de diversifier les produits, etc. Mais, alors là, la thèse utilise les italiques, mais aussi et surtout par ce qui les distingue des autres vins. Deux points. L'achat en plein cœur d'un village traditionnel de l'arrière-pays méditerranéen, dominé de ruines moyenâgeuses, dans une vallée déserte, bordée de falaises et de vignes. Vous voyez, donc vous avez là un effet paysager, un effet de contexte, qui est aux antipodes du fonctionnalisme analytique de l'agriculture moderne. Et c'est ce qu'on appelle en mésologie un aller avec, ou concrétude ou concrescence, où vous avez synergie de dimensions a priori antagoniques. Par exemple, je lis un autre passage de la thèse. Quand on vend sur place, ça c'est une interview d'un membre de la coopérative locale qui dit ce qui suit. Quand on vend sur place, quand on vend en direct, on vend non seulement le produit, mais on vend tout ce qui va avec. C'est littéralement l'aller avec, la concrescence mésologique. On vend tout ce qui va avec. C'est vrai que les gens, quand ils achètent le vin,
ils achètent aussi la qualité du vin, le vin lui-même, ils achètent le souvenir, ils achètent ce que ça leur rappelle, ils achètent leurs vacances, ils achètent plein de choses. C'est vrai que c'est lié. C'est une vente saine, une belle vente. Bon, il y a d'autres exemples. Par exemple, un accord de distribution directe, alors ce qui peut rappeler les AMAP, mais il ne parle pas de AMAP. Mais en tout cas, un accord de distribution directe avec un réseau de consommateurs écologistes allemands, donc à partir de l'Allemagne, qui parrainent des élevages au vin. Donc les membres de cette association allemande payent chacun 850 francs par brebis, par hectare et par an, pendant 5 ans. Et ils peuvent déduire cette prime de leurs impôts en Allemagne. Dans le cadre de, alors là je cite de nouveau un passage, dans le cadre d'une réserve naturelle volontaire pour y développer des pratiques d'élevage respectueuses de la biodiversité, des sols et d'une certaine esthétique, agriforesterie, à savoir culture jardinée de poiriers, pommiers, alisiers, cormiers, pins, etc., traction animale, respect des rapaces nichant sur le site, aigle royal, hibou grand-duc, race ovine rustique et cornu à poils longs, c'est blackface. Bon, donc là, manifestement, il s'agit de conserver un beau paysage. Et en même temps, ça promeut l'économie locale. Donc la qualité marchande du produit va avec le maintien d'une forme d'agriculture, ce qu'on appelle dans les AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne, AMAP. C'est ça, sauf que ça ne s'appelle pas AMAP dans le cas présent. Et donc, je cite encore, il faut intégrer la valeur marchande. Sur ce point, la qualité marchande de l'environnement est de plus en plus reconnue comme un facteur de développement durable. Vous voyez, donc, vous avez vraiment là, la concrétude devient un facteur de développement durable. Et cet accent mis sur la concrétude, c'est-à-dire sur l'aller avec de dimensions que d'habitude, dans l'esprit analytique de la modernité, justement, on n'a pas, on exclut. C'est de cet aller avec, justement, que la société locale peut tirer la force de subsister localement. Voilà, je n'en dis pas plus, on va passer à des choses plus concrètes.